on avait gardé un peu de temps, mais on va demander à Lisiane Jarnot d'être concise et précise, puis elle de respecter l'horaire si on veut avoir une conclusion. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'association Terre de Liens, alors je vais encore la chambrer, Lisiane. C'est l'association qui présente la météo, qui sponsorise la météo sur France Info. Je lui dis à chaque fois que je la vois, parce qu'on se rencontre de temps en temps, mais c'est autre chose aussi, Terre de Liens, une belle rencontre entre nous. Alors Lisiane, vous êtes coordinatrice et animatrice régionale de l'association Terre de Liens Bretagne. Vous êtes spécialisée sur les aspects fonciers de la production alimentaire. Merci pour l'introduction. Donc effectivement, pour terminer cette soirée, on vous propose de passer un petit temps plus sur la terre agricole. Puisqu'effectivement, pour pouvoir manger, on va revenir à la base, il nous faut déjà du sol. Et quand on parle de terre agricole ou de terre, justement, on va essayer de voir qu'il n'y a pas que du sol et que tout un chacun doit ou peut être concerné par le foncier, puisque le foncier va agir sur le paysage, le tourisme, la circulation de l'eau, la production alimentaire, la circulation routière, des chemins de randonnée, etc. Donc tout le monde finalement côtoie, utilise le foncier et c'est quels usages on en veut. Je vais vous brosser un petit tableau, on va essayer de positiver après, du foncier en France et puis en Bretagne et ici. Il faut savoir du coup qu'on est passé en France en 1955 de 2,3 millions de fermes à aujourd'hui 515 000 fermes. En Bretagne, vous avez aux environs de 30 000 exploitations agricoles, dont entre 10 et 15 000 vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Donc on peut encore perdre la moitié de nos paysans en Bretagne dans les 10 prochaines années. Donc quand on parle de terre agricole, finalement, on parle aussi de paysans, d'activité économique et de vie. On se rend compte aussi que les fermes se sont agrandies, c'est-à-dire que le prorata des fermes dites moyennes, autour de la vingtaine d'hectares, a fortement diminué entre 1955 et 2000, ça continue aujourd'hui encore. On a aujourd'hui des fermes de plus de 1000 hectares en Bretagne, par exemple. Donc on est sur des fermes d'ampleur au détriment finalement de fermes à taille moyenne. On va avoir de plus en plus de très petites fermes, de plus en plus de très grosses fermes et on perd les tailles humaines finalement de ces fermes-là. Du coup, c'est un petit peu sur ces constats-là, très positifs, que Terre de Liens s'est créée dans les années 2000, de se dire est-ce qu'il ne faudrait pas réagir et est-ce que finalement pour réagir à ce contexte foncier, il ne faudrait pas redemander l'avis et aussi l'implication des citoyens et des élus puisque c'est les premiers concernés. C'est eux qui côtoient, c'est eux qui utilisent ce foncier-là, qui vont utiliser les produits alimentaires, donc finalement ils sont concernés. Ça a été le démarrage de Terre de Liens de se dire de quelle manière on peut réimpliquer la société civile sur 3 types de valeurs. La première, du coup, l'éducation populaire, comment on peut aller utiliser les ressources des territoires, les idées, les envies, les implications de bénévoles sur les territoires. Comment ensuite, deuxième valeur, c'est la finance solidaire. Comment on peut utiliser de l'économie sociale et solidaire pour faciliter des installations agricoles souhaitées par un territoire. Et enfin, c'est l'agriculture biologique, la protection de l'environnement. Donc on travaille vraiment sur des installations d'agriculture biologique à vocation locale et tout le temps dans l'autonomie, ça c'est très important, la sécurisation et l'autonomie du paysan dans sa production. Il faut que je tienne moins d'un quart d'heure, hein, c'est ça. Du coup, pour vous montrer un peu une carte, je trouve qu'elle résume relativement bien les actions. Vous avez en Bretagne, on est arrivé à 57 fermes en propriété dites citoyennes et solidaires, je vais y revenir, qui sont le fruit en fait de 4000 citoyens bretons qui se sont impliqués, qui se sont engagés financièrement dans le soutien d'une centaine de paysans en Bretagne. Cette carte, elle est aussi révélatrice finalement des contextes un peu plus locaux. Alors il y a toujours des petites exceptions, mais sur cette carte, on voit très facilement le Léon,
le secteur Saint-Malo, ce secteur ici aussi, le littoral sud. On va voir en fait les territoires, Loudéac aussi, Pontivy. On va voir finalement les secteurs à contexte foncier beaucoup plus complexe, du fait soit d'une concurrence intra-agricole, agrandissement, ferme de 2000 hectares, etc., soit de concurrence externe, littoral, tourisme, enfrichement. On a aussi des secteurs du coup qui vont être en rétention foncière parce qu'il y a des espoirs que les terrains soient constructibles, on ne sait jamais, on va garder les terres. Et finalement, on se retrouve avec un mur d'aubépine. Le département du Finistère a fait une petite enquête comme ça. Ils ont recensé 90 000 hectares de friches agricoles. Donc 90 000 hectares en gros d'aubépine qui étaient dans l'agriculture il y a encore 10-15 ans. Donc on a cet aspect-là de contexte. Il n'empêche que, soyons positifs, on a quand même 4000 personnes qui sont présents et qui ont répondu présents à des paysans qui voulaient s'installer, qui voulaient développer un projet et qui ne pouvaient pas accéder à leur foncier. On a aussi plus de 500 adhérents de l'association, donc là ça a été dit par tous mes collègues aussi. Hein. L'important pour nous c'est de faire masse et à un moment donné, plus on est nombreux dans les territoires, plus on a des relais locaux, plus on a des informations locales aussi, ou des personnes localement qui peuvent aller discuter autour d'eux, plus ça fera masse aussi pour les projets, pour le développement de ce type de projet-là. On a du coup développé depuis, on a commencé une semaine avant le premier confinement, développer des groupes locaux de bénévoles. C'était notre challenge confinement. Du coup, on a aujourd'hui plus de 120 bénévoles identifiés sur la Bretagne. Comment on s'occupe d'installer du monde ? Donc l'installation, en fait, comment elle va se passer, c'est que déjà, un projet, ça prend du temps dans le domaine agricole. En amont de repérer un site d'installation, les personnes vont venir demander des informations, demander à être mis en relation avec du réseau, nos partenaires, réseau CIVAM, agriculture paysanne, les GAB, les groupements d'agriculteurs biologiques, accueil paysan, etc. On a un certain nombre d'acteurs qui peuvent accompagner. On a aussi une plateforme de petites annonces et puis on peut relayer un certain nombre d'éléments. On va pouvoir commencer à faire un peu de conseils techniques et stratégiques parce que parfois il n'y a pas besoin forcément d'acheter le foncier, un simple conseil ça suffit et tant mieux. Et donc ça représente un peu plus de 200 porteurs de projets, donc futurs paysans qui nous contactent chaque année et une centaine de cédants ou de propriétaires qui nous contactent. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais on a dit 30 000 exploitations agricoles, 150 000 propriétaires fonciers en France, en Bretagne, pardon. Donc en fait, la terre agricole, elle n'est pas aux mains des paysans, la plupart du temps, elle est aux mains des propriétaires fonciers et plutôt de petites propriétés foncières en Bretagne. Terre de Liens va plutôt aussi du coup intervenir au moment où un site d'installation, donc une ferme, est repéré. Et là, on va pouvoir étudier le prix, le parcellaire, la qualité des sols, le projet, etc. Et voir avec la personne qu'est-ce qui semble le plus intéressant en choix d'accompagnement pour aller vers une propriété citoyenne et solidaire. Alors c'est quoi la propriété citoyenne et solidaire? C'est tout simplement le principe de se dire, plutôt que le paysan se prenne la charge financière du rachat des terres, est-ce qu'on ne peut pas trouver des groupes de citoyens locaux qui ont envie de soutenir cette installation, de participer, d'avoir du lien social, d'avoir des occasions de le rencontrer, de comprendre l'activité et du coup de se réunir 20, 30, 50, 100. On a une structure à 400, plus de 400 personnes, à raison d'une centaine d'euros en général par personne. Et du coup, c'est cette force-là financière collective qui va permettre aux paysans de finalement devenir locataires de citoyens. Donc on voit toute la force financière en économie sociale et solidaire. Et derrière, on a la force aussi de sentir en tant que paysan qu'on est porté par des citoyens, ce qui n'est pas inintéressant. Je ne vais pas détailler les différents outils. On a différents outils juridiques, Foncière Terre de Liens, Fondation Terre de Liens, qui passent sur France Info au moment de la météo. En Bretagne, on est aussi les grands fervents des groupements fonciers agricoles et des sociétés civiles immobilières qui permettent aussi beaucoup plus de proximité entre citoyens et paysans. J'y reviendrai s'il y a des questions. On peut aussi mixer tout ça. Du coup, c'est un petit peu ce message. Ces Terres de Liens, c'est essayer de permettre à chacun,
tous ceux qui ont envie de passer à l'action en fonction de ses compétences, de ses envies, de ses possibilités. On travaille du coup de plus en plus avec des collectivités et on est très content depuis effectivement un an et demi de travailler plus précisément sur le secteur Côte d'Émeraude et Dinan Agglomération. Donc dans le cadre notamment du PAAT, on ne va pas y revenir sur celui-ci, et donc spécifiquement sur le territoire, on lance depuis, on a été un peu perturbé aussi par le Covid, mais on lance depuis une petite année un certain nombre d'actions. Donc vous avez les programmes aussi sur la table à l'entrée, c'est ce petit feuillet-là, et du coup c'est un certain nombre d'actions, c'est des formations pour les citoyens qui veulent en savoir plus sur l'installation, le foncier, comprendre comment aller aiguiller un porteur de projet, discuter avec un futur cédant, avec son propriétaire voisin. C'est des formations, on s'est réunis avec des élus aussi de Dinan Agglomération et Côte d'Émeraude au mois de juin pour discuter de la légitimité des élus et agir sur le foncier agricole. C'est pas forcément évident. Est-ce qu'un élu, est-ce qu'une commune a le droit d'être propriétaire foncier ? C'est aussi du coup diffuser, proposer à des citoyens de faire un chèque, 100 €, 200 € pour vraiment s'investir dans un projet en particulier. Et puis bon, c'était le petit message Covid, du coup toutes nos formations, on a essayé de les diffuser, donc parfois à la plage pour respecter les gestes barrières et les distances, on essaye de s'adapter, mais toujours dans cette optique vraiment de lien social, de favoriser vraiment les actions sur le territoire. Voilà, tout ça pour des paysans soutenus par des citoyens localement, sécurisés, accompagnés, et enfin du coup une alimentation locale, bio et à taille humaine. Je n'ai pas précisé, mais sur la carte des projets, sur la soixantaine de projets, on a autant des vaches laitières à viande avec ou sans transformation, du bovin, de l'ovin, du pain, du miel, du maraîchage, je vais en oublier, des savons. Voilà, c'est extrêmement varié aussi en type de production. Donc c'est tout l'intérêt aussi de répondre à des besoins de territoire en fonction des contextes. Merci à tous. J'ai pas tenu le rythme. Merci Lisiane. Depuis le temps que vous nous accompagnez, on progresse et on va continuer de progresser. Il va falloir me supporter encore un peu. Voilà. Alors, les questions à Lisiane, et puis après, on aura quelques questions pour revenir sur les intervenants précédents. On essaiera de terminer vers 20h, vous voyez. Donc, et là, il y a une foultitude de mains qui se lèvent. Béatrice. Oui, bonsoir à tous. Je suis Béatrice Aunin, vigilante sur le secteur Dinan. Donc, une association qui s'est montée en 2019 autour des questions de résilience alimentaire sur le secteur Dinan Agglomération et voilà, un petit peu plus sur la côte aussi. Et je suis aussi pilote de la commission gourmande du Conseil de développement de Dinan Agglomération. On s'est rencontrés samedi dernier, la commission gourmande, avec les vigilantes, avec les acteurs citoyens. On a eu l'occasion de voir comment s'est construit le groupement foncier agricole sur le secteur de Fréhel. Je crois que c'est 200... Non, je ne sais plus combien ils sont, en plusieurs dizaines, mais... Oui, c'est un peu plus complexe puisqu'il y avait déjà un groupement foncier agricole, c'est un agrandissement, voilà, donc c'est ça. J'aurais plus le chiffre en tête, mais oui. Toujours est-il que sur le secteur de Dinan, il y a une vraie énergie à recenser, aider Dinan Agglomération à recenser les départs, les fermes en départ avant l'InfoSafer, et aussi des porteurs de projets. On se rend compte qu'on a un joli tableau avec 2 pages, des cédants, des porteurs de projets, mais que c'est super difficile de croiser les deux, parce que les fermes sont grandes et parce que les propriétaires souhaitent vendre, les agriculteurs qui partent à la retraite souhaitent vendre vite et d'un seul tenant. Et ce qui est difficile, en fait, c'est de faire ce groupement de porteurs de projets pour qu'ils soient suffisamment grands pour pouvoir accéder à une ferme de 100 hectares, 80 hectares, etc. Donc, est-ce qu'il y a des outils pour permettre aux porteurs de projets de se rencontrer entre eux et de créer ces groupements? Et il y a aussi un grand souhait sur le secteur de Dinan Agglomération de créer un GFA. Et la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux créer le GFA avant pour pouvoir s'associer rapidement pour l'achat
Est-ce qu'un GFA se crée sur une opportunité ou est-ce qu'il doit se créer avant pour dégainer rapidement, pour pouvoir acheter des terres? Voilà. Oui, alors du coup, on sent dans le fil de l'intervention en fait que la problématique qu'on rencontre régulièrement, c'est la problématique du timing. C'est-à-dire que les calendriers des cédants et les calendriers des porteurs de projets ne coïncident quasiment jamais. Ça n'est pas possible de partir en retraite le jour où il y a un porteur de projet qui a son parcours d'installation réalisé. Cette question du timing, alors sur un GFA c'est complexe, donc déjà on est sur des outils juridiques, des structures juridiques, donc il faut vraiment se faire accompagner, il y a une nécessité d'écriture juridique très importante, on est sur des structures du coup qui doivent utiliser normalement l'argent dans l'année qui suit, donc c'est difficile d'anticiper. Par contre on a des outils, on espère qu'ils vont être renforcés et confirmés par la nouvelle équipe du conseil régional, notamment ce qu'on appelle la mise en réserve du conseil régional pour l'installation agricole. Donc c'est un partenariat entre la SAFER Bretagne et le conseil régional qui permet finalement à la SAFER de porter le poids des terres pendant 2 ans. C'est la région qui se porte en garantie de bonne fin en cas d'échec et qui va prioriser les projets sur hors-cadre familiaux, bio, diversification, circuit court. Donc on est dans ces profils-là. On a un peu plus de 100 000 € par an de frais de stockage. Donc c'est l'équivalent de l'emprunt que ça nécessite à la SAFER pour faire cet achat-là. Et on a une utilisation de l'ordre de 10 à 20% en fait de cette enveloppe-là. Donc il y a des possibilités, on pourrait réactionner ce dispositif qui est justement fait pour ces porteurs de projets-là. Merci. Merci. Au centre. Bruno Boulch-Mascaret, est-ce que vous pourriez revenir sur le système de gouvernance et de décision quand un agriculteur en fait, est financé par ses citoyens? Voilà. Quel est le pouvoir de décision? Enfin, comment ça s'organise de façon concrète? Oui, alors comme je disais, nous, ce sur quoi on tient vraiment, et on le réaffirme vraiment ces derniers mois, c'est la sécurité et l'autonomie du paysan. C'est-à-dire que le paysan doit être responsable et en maîtrise de son outil de production, de l'achat de ses semences, de ses choix de production, etc. Le Terre de Liens, finalement, c'est une solution uniquement sur la gestion du foncier. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir un groupe de citoyens, via la foncière, via un GFA, via une ECI, qui va constituer une structure. C'est la structure qui est propriétaire et qui va faire finalement un contrat de location classique agricole qu'on va appeler le bail rural, statut du fermage, encadré par arrêté préfectoral. Donc c'est ça en fait le contrat qui lie les citoyens aux paysans. Il n'y a rien d'autre. La petite subtilité, c'est que on travaille nous au niveau de Terre de Liens sur du bail rural environnemental. Donc on réfléchit avec le paysan et les citoyens et le territoire, problématique eau ou autre, quels sont les éléments vraiment de biodiversité à préserver sur cette exploitation en particulier, avec l'accord du paysan toujours. Mais statut du fermage obligatoire pour toute location, même pour les collectivités locales. Monsieur, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Donc, je suis Guillaume, je suis un élu de Ménilroch, donc je suis un voisin de la communauté de communes de Bretagne romantique, donc qui est un territoire profondément rural. Moi, j'y vis depuis 4 ans seulement, je suis citadin à la base. Un premier constat, c'est que c'est un territoire très rural, mais du coup, pour moi qui manque de ruralité, dans les projets communaux, entre autres, on cherche à développer les mobilités, l'artisanat, beaucoup de choses. Il y a très peu de choses sur notre territoire qui sont orientées sur l'agriculture. Au sein de la commune, moi j'ai essayé de porter un projet qui vise juste en fait à développer une stratégie agricole et alimentaire. Donc pour ça, je remercie les Greniers de l'Abondance parce que je me suis beaucoup appuyé sur vos travaux et sur l'outil Crater pour essayer justement de faire un état des lieux un petit peu de l'agriculture sur la commune et puis élargi sur la communauté de communes.
Donc ça demande un petit peu de temps, hein. Moi, je travaille à côté, donc voilà. Et puis j'y connais rien du tout à la base, donc il y a beaucoup de choses encore qui sont très très floues. Je me suis aussi un peu intéressé donc, à Terre de Liens, justement, donc là ça précise des petites choses. J'en viens à la question en fait. Est-ce que Terre de Liens, vous avez l'air d'être un peu plus ancré dans le territoire que les greniers d'abondance. Est-ce que vous accompagnez un petit peu justement des élus pour déjà essayer de créer un déclic au sein des conseils municipaux? Parce que là, j'ai beau essayer de pondre des rapports, de discuter et tout, on me dit oui, c'est super intéressant, ou alors, mais derrière, il ne se passe rien. Et notamment, si vous pouvez préciser un petit peu aussi, parce que est-ce que la commune peut être réserve foncière aussi? Parce que j'ai vu qu'il y avait possibilité de mettre en place des vigies foncières. Moi, c'est tout ce que je demandais. Et là, un cas concret, la vigie foncière, ça fait 5-6 mois que j'ai demandé. Et il y a 3 semaines, j'ai appris qu'un propriétaire, un voisin en fait, a acheté 15 hectares de terre avec une ruine de ferme, un corps de ferme et une table une stabulation. Voilà. Donc je trouve ça, je suis très heureux pour lui qu'il soit propriétaire terrien et qu'il puisse promener ses chiens, mais du coup 15 hectares, je me dis qu'on aurait pu faire aussi des petites choses éventuellement et de la rénovation, mais du coup sans vigie foncière, j'ai l'impression qu'en fait tout part un peu n'importe où. Merci. Alors sur la Bretagne romantique, je vous invite à contacter Québriac, je pense qu'il y aura quelques alliés. Je pourrais vous donner un contact. Du coup, c'est riche. Sur comment, effectivement, déjà avoir l'information, effectivement, si le problème foncier, c'était juste réglementaire, juridique, ça serait simple. Derrière, il y a souvent des problèmes humains, des problèmes de connaissances. On a eu des témoignages de cédants qui nous disent « mais moi, mes voisins, ils m'ont déjà partagé ma ferme depuis 10 ans et puis je vais rester habiter là pendant ma retraite. Donc si je veux pouvoir continuer à me sentir bien dans le village, ça serait peut-être pas mal que je les satisfasse. » Donc il y a beaucoup de choses qui se font en sous-main et dont on n'a pas de connaissances. Pour les collectivités, je ne vais pas refaire la journée de formation. Il est tout à fait possible pour une collectivité d'acheter, de préempter, de faire des mises en réserve, etc. Il y a la SAFER et le conseil régional qui peuvent appuyer. Encore faut-il avoir l'information. Là, pour le coup, vous avez un outil qui s'appelle effectivement Vigifoncier. Donc c'est un abonnement à prendre auprès de la SAFER Bretagne qui vous permet de recevoir toutes les notifications. Vous aurez tous les compromis de vente signés sur le domaine agricole, naturel et forestier. C'est au jour le jour, alors c'est super, c'est ultra puissant. Encore faut-il avoir dans les communes ou les comités de communes des agents qui soient capables d'éplucher ces données-là tous les jours et de les analyser et de savoir qu'est-ce qu'elles en font. Donc à l'échelle communale, c'est intéressant déjà pour s'acclimater avec le sujet. Après, c'est des outils qui peuvent être performants avec une bonne articulation à des échelles intercos, je trouve. Bonjour, je m'appelle Vincent Gazet, je suis maraîcher bio à Lancieux. Je vais en AMAP, donc en circuit court. Donc je confirme que les propriétaires n'ont pas vraiment envie, en tout cas sur notre territoire, de louer ou de vendre leur terrain. Je me suis heurté, j'ai cherché, j'ai mis du temps à trouver et j'ai eu beaucoup de réponses du style effectivement non, ça peut passer constructible. Donc mon terrain qui peut passer de 50 ou 60 centimes du mètre carré à 100 ou 200, je préfère le garder au cas où, et la location étant assez, disons, intéressante pour le locataire et pour l'agriculteur, la location même pose un problème pour les propriétaires. Donc ça, je confirme effectivement la difficulté. L'autre difficulté, c'est quand même, de l'autre côté, c'est de trouver des paysans pour s'installer. Vous avez dit qu'il allait y avoir beaucoup de départs en retraite, surtout des grosses fermes. Donc c'est tout à fait juste, hein, c'est quand même un métier qui est assez fatigant et peu rémunérateur. Donc je n'ai pas des statistiques des kyrielles et des wagons de jeunes qui souhaitent s'installer, mais je ne suis pas certain qu'il y en ait tant que ça. Et du coup, je me retourne un peu aussi vers les collectivités locales en disant que s'il y a moyen de soutenir les jeunes sous forme notamment d'accès au logement dans la commune, sous une forme ou sous une autre, ça peut être aussi une façon de les aider.
En tout cas, il doit y avoir aussi une démarche à mener auprès de ces jeunes pour s'installer et les maintenir sur place. Voilà, merci. Avant de passer la parole à M. Clerc, j'ai quand même une réponse. La communauté de communes Côte d'Émeraude a été la première à donner une dotation complémentaire aux jeunes agriculteurs, sans limitation du nombre. Elle est de 5 000 €. Alors 5 000 €, ce n'est pas énorme, mais elle vient s'ajouter aux dotations de l'État. Et je vais dire, il suffit de la demander pour l'avoir, quoi. Et ce n'est pas forcément courant, et on a été les premiers, à mon initiative. Bravo. Juste pour compléter par rapport aux propriétaires, donc vous verrez dans le programme qu'on prévoit pour cet automne, on propose aussi des soirées pour les propriétaires fonciers, parce que tous, c'est caricatural de dire il y a de la rétention, etc. Il y a aussi des problématiques souvent d'héritage, d'indivision, etc. Donc on retrouve aussi beaucoup de propriétaires qui sont complètement perdus. D'où ces soirées vraiment spécifiques. On rassemble des propriétaires fonciers pour répondre à des questions, rediscuter aussi de la location, pourquoi on en est arrivé à cette location-là, etc. Donc voilà, on a ces soirées-là. Le meilleur message qu'on peut faire passer à un propriétaire pour éviter ces rétentions-là, c'est de lui dire clairement, droit dans les yeux, les terres ne seront jamais constructibles. Il existe un outil législatif pour ça, c'est la zone agricole protégée, qui est une surcouche des documents d'urbanisme. 0 encore en Bretagne. Si vous voulez être les premiers, c'est le moment. Vous savez, la loi climat-résilience va très vite solutionner le problème, puisque alors, on déborde un peu, mais les consommations des collectivités en Bretagne et partout en France devront être diminuées de 50% entre 2020 et 2030 par rapport à 2010 et 2020. Et on arrive à une notion de ZAN, de zéro artificialisation nette, pour les années 2040 Net. Donc on peut récupérer les 90 000 hectares de friches agricoles du Finistère déjà. Oui. Non, mais aujourd'hui, l'extension urbaine, on peut la considérer comme quasi terminée. Je passe la parole à M. Clerc. Oui, merci. Jean-François Clerc, je suis membre du comité consultatif municipal de Saint-Lunaire, dans sa version, dans la commission urbanisme. J'ai longtemps pratiqué le conseil en termes de baux ruraux. C'est une remarque au passage. Je me demande si le statut très protecteur du bail rural, très protecteur pour les paysans, à un moment donné, n'a pas fait fuir des investisseurs potentiels, et si quelque part cette protection très grande du paysan n'est pas devenue à un moment donné un frein aux investisseurs qui auraient pu être ses partenaires. Bon, c'est une remarque au passage. Mais ma question, c'est surtout de vous dire, est-ce que faire un don à la Fondation de France, c'est très bien, mais est-ce que faire un don à une association comme la vôtre, ce ne serait pas aussi une bonne idée? Est-ce que vous avez constitué un dossier pour obtenir qu'une personne qui va vous faire un don puisse avoir une défiscalisation de ce don? Nous sommes officiellement d'intérêt général depuis l'année dernière, donc oui, nous faisons des rescrits fiscaux sur les adhésions et sur les dons. Donc que ça passe par Terre de Liens Bretagne, à l'adresse que vous voyez, ou par la Fondation, il y a des fiscalisations, effectivement, 66% de mémoire. Sur le bail, la question du statut fermage, elle est complexe. C'est tout l'intérêt de se rappeler du pourquoi il faut une protection du fermier. C'est qu'un paysan, il ne fait pas son activité sur une projection à 5 ans ou à 10 ans. Il fait son activité sur une projection à 30 ans ou à 40 ans. On peut déménager un dentiste, on ne peut pas déménager un paysan. Donc il y a cette nécessité à un moment donné de le protéger. Ce qu'on constate, c'est que ça ne fait pas fuir les investisseurs, bien au contraire. Les fonds de pension sont présents, les coopératives agricoles sont présentes, les investisseurs privés sont présents et de plus en plus. Ce qui ça fait, c'est plus la difficulté, la peur des petits propriétaires privés qui se retrouvent propriétaires sans le vouloir, par héritage ou autre, et qui sont perdus en fait dans ce micmac bail rural, autorisation exploitée, SAFER, DDTM. Et donc ils ont perdu en fait finalement la connaissance du pourquoi. Et quand on réexplique les choses, en général, ça passe.
Et juste, j'avais oublié, en Bretagne, plus de 1000 futurs paysans inscrits en recherche de foncier. Et sur le territoire d'Inan-Agglomération Côte-d'Émeraude, on en a recensé, sans trop communiquer, une bonne centaine. Voilà, alors vous avez remarqué, hein, donc on peut défiscaliser, on va passer tout à l'heure chercher les chèques. Hein, voilà. On arrive presque à la fin de ce débat. J'ai envie, alors nous on ne fera pas de conclusion, hein, la conclusion vous la ferez vous-même. J'ai envie que vous puissiez reposer une question auxquelles vont répondre brièvement nos interlocuteurs. Donc une dernière chance pour chacun. Attention, attention. La première, on va aller vers Terre d'Abondance. Non, c'est pour Terre de Liens. Excusez-moi. Bon, alors, on y va. Ouais, excusez-moi. Bonsoir, ma question s'adresse à l'association Terre de Liens. Je me présente, je m'appelle Julien, je suis avec ma compagne Laetitia, on a commencé une formation au CPSA de Combourg en maraîchage bio. Voilà. Et en fait, la question que je me posais par rapport à votre intervention, est-ce que vous organisez à Terre de Liens des rencontres entre les propriétaires, futurs cédants, et les futurs maraîchers ou fermiers, par exemple? Et on est inscrit aussi à Terre de Liens, excusez-moi. Donc, on devrait se voir bientôt puisqu'on intervient dans le BPREA de Combourg, hein, je ne sais plus à quelle date. Oui, alors du coup, dans le programme, vous avez des soirées spécifiquement pour les propriétaires, des soirées spécifiquement pour les cédants et porteurs de projets, est-ce que c'est bien de mixer un petit peu, des actions pour les élus, et on a aussi des actions qu'on appelle les cafés territoires, où l'idée c'est vraiment de tout un chacun qui se sent concerné qui peut venir. Attendez, stop. Il est 20h. Donc, une dernière question. Qui veut poser une dernière question au grenier d'abondance? Il y aura une dernière question à Mme Jacquemart et il y aura une dernière question à Lydiane Jarnoux. Alors, qui pose la dernière question au grenier d'abondance? Cet honneur va me revenir. Marie Geffroy, je fais partie aussi du comité consultatif de Saint-Lunaire. La question que je me pose quand on parle de résilience, on parle de choc, on parle de crise. On l'a vu là avec la crise Covid, on est passé quand même pas très loin du rationnement dans les supermarchés. Vous travaillez avec les collectivités territoriales. Comment le citoyen, lui, peut se préparer? Est-ce que vous travaillez, est-ce que vous avez fait par exemple un kit de préparation pour les citoyens? Je pense par exemple au Canada. Je crois que c'est en Ontario, il y a eu des chutes de neige incroyables, il y a des territoires qui se sont retrouvés isolés pendant, je crois, 3 ou 4 semaines, avec des gens en grande détresse parce qu'ils n'avaient plus d'alimentation. Donc la sécurité civile a dû s'occuper de tous ces gens-là, et donc maintenant, je crois qu'ils ont passé un décret comme quoi les gens devaient avoir 3 semaines ou 1 mois de stock de nourriture chez eux. Voilà. Bon, là, on se serait moins rué dans les supermarchés si on avait eu tous un petit peu de stock chez nous. Donc voilà, en cas de rupture de continuité, c'est-à-dire rupture du flux logistique, problème, je sais pas, on n'a plus d'eau potable ou autre, comment la résilience peut-elle se gérer au niveau des foyers, entre les citoyens? Merci. Merci de revenir sur cette question parce que du coup j'ai un peu squeezé ce passage en essayant d'aller plus vite. Mais là, on vient de traverser, voire on traverse encore une crise, donc celle du coronavirus, où on a eu un temps vraiment fort avec la période de confinement. Et en fait, c'est une crise qui n'a pas tant impacté, si on peut dire, les systèmes alimentaires, puisqu'on n'a pas été empêché de produire ni de déplacer l'alimentation, même si on a eu des problèmes pour faire venir de la main-d'œuvre étrangère ou des conducteurs de poids lourds étrangers. Mais dans les faits, on n'était pas si limité que ça dans nos systèmes alimentaires, dans notre capacité à produire, transformer ou distribuer de l'alimentation, puisque les commerces alimentaires étaient considérés comme essentiels et donc sont restés ouverts. Et pourtant, on a été quand même bien impacté avec des rayons vides, beaucoup d'inquiétudes aussi. En fait, on a peut-être été plus inquiet que finalement impacté réellement. Mais en tout cas, cette inquiétude, elle révèle une chose importante, c'est qu'on n'est pas préparé à des crises et qu'on va au-devant de crises de plus en plus importantes et de plus en plus fréquentes, que ce soit des crises climatiques ou d'ordre économique ou autre. Agnès vous les a présentées tout à l'heure. Et donc, nous, en tout cas, notre travail, le travail qu'on a mené, c'est aussi de mettre ça en valeur, de dire on va au-devant de menaces importantes.
il faut se préparer maintenant, et le Covid nous montre d'autant plus qu'il faut se préparer un petit peu plus vite. Et ça doit se jouer à tous les niveaux, au niveau individuel, donc à tout un chacun, et au niveau des communes, des collectivités, des communautés de communes, au niveau régional et au niveau national. Il faut mettre en place des modes de préparation et pouvoir les activer très vite. Parce que si on ne répète pas de plans d'urgence, eh ben, on ne saura pas les mettre en œuvre quand le problème arrivera. Et donc effectivement, les stocks par les citoyens, ça fait partie des solutions qui peuvent être mises en œuvre, de déployer des stocks à tous les niveaux, pas que au niveau des citoyens, parce qu'on n'est pas tous en capacité de générer les mêmes stocks chez nous. Et donc encore une fois, on peut revenir sur les questions des inégalités. Mais par contre, on peut avoir des stocks, chacun un stock conseillé, et puis on peut avoir aussi des stocks au niveau de certaines collectivités en termes d'alimentation. En tout cas, c'est important d'y réfléchir collectivement. Et les PAT, par exemple, peuvent être le bon lieu pour réfléchir ensemble, ok, qu'est-ce qu'on fait sur notre territoire en cas de crise de ce type ou bien de ce type, qu'est-ce qu'on est prêt à faire tous ensemble, sur quoi on se repose. Et donc il y a typiquement déjà le réseau, l'interconnaissance, elle est essentielle, c'est essentiel pour bien réagir en cas de crise. On a vu là dans la crise Covid la force de l'interconnaissance des personnes. On s'est vraiment mieux adapté dans les territoires où il y avait cette interconnaissance, et je trouve que voilà le travail qui est mené sur ce projet agricole et alimentaire, ça permet aussi, c'est aussi un lieu pour parler de résilience et de transition. Mais voilà, comment on va s'adapter aux chocs à venir, parce qu'ils vont être nombreux et on n'est pas très près. Les Français sont un peu particuliers, hein. En cas de crise, ils ont tendance à stocker de l'essence. Oui. On se demande pourquoi. Et du papier toilette aussi, il paraît. Et du papier toilette, oui. On se demande où sont les vraies priorités. Alors, donc, merci les greniers d'abondance. Maintenant, on va poser une dernière question à Madame Karine Jacquemart. Elle vient de qui? Elle vient de là. Là. Ah non, derrière toi. Là-bas. Alors, pardon. Donc, Romain Cronier. Alors, c'était peut-être pas forcément une question, mais plus un encouragement. J'ai vu dans votre présentation que vous indiquiez un de vos objectifs, c'était l'interdiction de la pub pour tout ce qui était gras, sucré, salé, notamment ciblé auprès des enfants. Dans 3 ans, à Paris notamment, et sûrement à d'autres endroits en France, on va accueillir les Jeux Olympiques. Et je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais j'ai pu voir ça notamment dans le journal cité tout à l'heure, le Canard enchaîné, par le passé. Les Jeux Olympiques sont très associés à la pratique du sport, heureusement, mais aussi à la promotion de leurs sponsors, que sont McDonald's, Coca-Cola et autres multinationales de ce qu'on peut appeler la malbouffe. Donc ça peut être, en tout cas de ma part, un encouragement à suivre votre objectif, car j'espère que d'ici 3 ans, on mettra bien en avant les valeurs du sport et moins les valeurs de ces multinationales qui, si j'en crois toujours le Canard enchaîné, disposent de régimes fiscaux et d'exonération le temps des Jeux Olympiques pour promouvoir leur marque et absolument pas de payer d'impôts sur toute leur activité. Voilà. Ouais, merci. J'avoue que chaque année, j'espère et je crois et on se bat pour obtenir cette interdiction le plus tôt possible. Donc je pense qu'on l'obtiendra, j'espère qu'on l'obtiendra avant les JO. On avait dénoncé aussi des cas concrets pendant la Coupe du Monde de football, parce que les footballeurs, ils se baladent aussi régulièrement. Alors, dernièrement, on a eu un exemple contraire, n'est-ce pas, d'un grand footballeur qui a rejeté un coca, mais enfin, avant ça, il y a plutôt les marques qui s'affichent. Et plus globalement, ça pose vraiment la question, effectivement, de l'association, de l'espace qu'on donne, et encore une fois, la capture de l'espace par ces entreprises qui veulent être partout. Là, on parle des Jeux Olympiques. Il y a aussi la question des responsables politiques. Et par exemple, Foodwatch, on dénonce depuis très longtemps le fait que, alors c'est beaucoup plus politique, mais il y a des présidences tournantes au Conseil de l'Union européenne. Tous les 6 mois, c'est un des États membres qui prend la présidence. Nous, on dénonce depuis 2019 qu'il n'y a pas une règle qui interdit à ces présidences politiques du Conseil de l'Union européenne d'avoir des sponsors privés. Et d'ailleurs, on avait découvert ça parce que c'était Coca-Cola, une fois de plus, mais il n'y a pas que, qui était sponsor privé de la présidence roumaine. Donc voilà, donc on va continuer nos actions là-dessus aussi par rapport à la publicité, mais par rapport aussi à tous les espaces publics et à plus forte raison quand c'est en lien avec les décideurs et les institutions politiques.
Il y a aujourd'hui une défiance grandissante des citoyens vers les institutions et les décideurs politiques européens. Nous, on veut le contraire. On veut une Europe plus forte, plus démocratique, plus transparente. Donc effectivement, on va essayer de barrer partout, quoi. Et d'ailleurs, je vous invite à aller sur le site foodwatch.fr demain matin parce que précisément, on lance une action. Je ne vous en parle pas tout de suite parce qu'on garde l'effet de surprise, mais dès demain matin à la première heure, il y a une nouvelle pétition sur le site foodwatch.fr. Je vous invite à venir renforcer les rangs. Et je profite juste d'avoir le micro pour cette dernière réponse pour vous remercier. Vous tous d'abord, parce que je vois bien qu'il y a plein d'implications. C'est pas des questions que vous avez soulevées là, c'est des témoignages, c'est des initiatives. Et vous vraiment, parce que je connais bien Terre de Liens, enfin je connais bien. En tout cas, je suis depuis longtemps parce que je trouve que c'est hyper utile. Et ce que vous avez présenté aussi, c'est hyper utile. Et quand je disais tout à l'heure qu'il faut agir au niveau global, mais qu'il ne faut pas être hors sol, et qu'après les choses elles se passent aussi vraiment au niveau humain et des terres et de tout ce que vous avez présenté. C'est tellement vrai et moi ça m'inspire et ça me redonne aussi la pêche pour aller se battre au niveau, pas toujours rigolo, un peu plus politique, mais on a vraiment besoin, quoi. Donc bravo à vous et merci. Et une dernière question pour Lisiane Jarnot de Terre de Liens. Eh bien, il n'y a plus de questions. C'est merveilleux. Alors, écoutez, merci. On aura d'autres rencontres sous d'autres formes dans le cadre du PAT, des ateliers, je pense à Marie Geffroy qui participe régulièrement. Donc, c'était un temps fort, un moment de témoignage. Mesdames, je ne regrette qu'une chose, c'est que l'on n'ait pas pensé à vous acheter des bouquets de fleurs. Et voilà, parce que... Mais c'est pas très durable, les fleurs. Les fleurs, faudrait qu'elles soient locales. Mais le président, qui est un homme de grande qualité, a une pensée pour vous. Il vous invite au restaurant. On va manger au McDo ce soir. Non, c'est pas vrai. Bon, merci à vous. On peut encore les applaudir. Voilà. Levez-vous.